Bonjour à tous et toutes. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Bonjour, je me représente là, Alexis Lafleur, puis je suis psychologue, là, j'habite à environ 1 heure de Montréal, là, au Québec. C'est ça, je suis désolé de ne pas pouvoir d'être avec vous. Donc voilà, je vais vous parler dans le fond, j'ai fait ma thèse de doctorat là, dans un laboratoire, de la neuropsychologue Isabelle Soulière. Elle travaille à l'Université du Québec à Montréal. Puis on a notre laboratoire sur le développement et l'intelligence en autisme. Puis dans le fond, dans le cadre de mon doctorat, je me suis intéressé à la question du sens de l'agentivité. Donc, je vais vous partager mon diaporama. Voilà, fait que je vous explique un peu qu'est-ce que c'est le sens d'agentivité dans un premier temps. Je vais vous expliquer un peu la réflexion qui m'a mené à m'intéresser à cette fonction cognitive-là dans le cadre de mon intérêt pour la cognition sociale. Puis ensuite de ça, je vais vous donner les résultats là, d'une étude qu'on a publiée là, à la fin de ma thèse là, qui est parue là, en 2025 dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology. C'est ça. Donc, peut-être juste pour faire un peu l'historique de ma réflexion, là, dans le fond, c'est pour ça c'est une idée qui me tient à cœur là, en sciences cognitives. En fait, avant d'arriver dans le laboratoire d'Isabelle Souillard là, en neuropsychologie de l'autisme, donc j'étais dans un laboratoire de sciences phonétiques, puis on s'intéressait beaucoup, en fait, à comment les contraintes, disons, biophysiques comme les processus de contrôle de la mâchoire, les groupes de souffle avec, disons, l'air dans les poumons, étaient en fait primordiaux pour essayer de comprendre comment la structure du langage comment le langage était structuré. Et ça venait un petit peu, disons, être une voie alternative des fois à certaines théories plus métacognitives, là, comme la théorie de la grammaire générative de Chomsky là, en linguistique qui a beaucoup de rayonnement, mais qui est très, disons, top-down, puis qui prend pas beaucoup en considération les aspects du système sensorimoteur. Puis nous, on montrait comment, au contraire, plusieurs, disons, aspects du langage, les erreurs qui sont produites, par exemple, quand on parle, etc., mais elles sont beaucoup plus axées sur le système sensorimoteur puis les contraintes qu'on a que sur des aspects métacognitifs qui sont purement cognitifs. Donc, c'est l'idée que je voulais un peu apporter quand je suis arrivé dans le laboratoire d'Isabelle. Puis, notre objectif, c'était en fait d'étudier la cognition sociale, mais d'apporter cette perspective-là, basée davantage sur le système sensorimoteur, puis naturellement là, la conscience de l'action. Donc, la première chose qui m'a intéressé, c'est donc de savoir si c'était une idée qui était un peu que je plaquais sur la situation ou si c'est vraiment quelque chose qui avait sa pertinence. Puis on sait que, vous savez que disons, dans le DSM, le manuel diagnostique, disons, la première sphère de symptômes, là, c'est la sphère associée aux difficultés socio-communicatives. Donc, je pense que c'est des manifestations qui sont disons, qui sont très présentes, puis aussi très connues. Ça apparaît tout seul. Je pense que ça a mené à beaucoup de théories explicatives que vous connaissez là, sans doute. Par exemple, l'hypothèse là, de l'altération de la théorie de l'esprit en autisme. Sauf que quand on regarde quand même de plus près, on peut pas dire que la motricité, disons, des manifestations dans la sphère de la motricité ne sont pas du tout associées à l'autisme. En fait, bien au contraire. Donc, ce qu'on peut répertorier, là, c'est que j'ai une étude ici par Green qui faisait en fait sur une série là, d'enfants une batterie là, standardisée pour le développement moteur qui s'appelle le MABC. Donc, il détectait jusqu'à 89% d'altérations cliniquement significatives là, sur ce type de batterie-là. Donc, on peut parler disons, de difficultés motrices qui sont assez prévalentes. Ensuite de ça, il y a aussi plusieurs auteurs qui ont détecté que ces difficultés-là sont assez précoces. Là. Même chez des poupons, on peut détecter certaines particularités dans l'intégration sensorimotrice, le mouvement des membres, le mouvement des yeux.
Et donc, il y a des arguments pour dire que les difficultés motrices même précèdent les difficultés socio-communicatives. Et ces difficultés-là motrices sont dans plusieurs sphères qui sont importantes pour la communication, notamment, comme par exemple, bon, la dextérité fine, mais la coordination qui peut être importante aussi pour faire des signaux communicatifs. Puis il y a aussi dans, par exemple, la dyspraxie ou l'imitation, qui sont, vous voyez qu'il y a un aspect assez social, par exemple, dans l'imitation, où on peut même penser que le langage, par exemple, est une série de mouvements extrêmement complexes et qu'on peut même faire des liens, disons, entre des fois l'expression langagière puis la dyspraxie. Voilà. Donc, ça m'a permis de dire que, il y a une certaine, il y a certainement une pertinence clinique à s'intéresser à la sphère de la motricité puis à faire des liens avec les aspects plus socio-communicatifs. Et donc, ce que j'ai voulu faire, disons, il existe plusieurs approches en cognition sociale, mais sans doute une des plus connues là, et des plus, disons, rayonnantes, c'est l'hypothèse de Baron-Cohen, comme quoi l'autisme pourrait être expliqué par une altération primaire là, de la théorie de l'esprit, cette capacité à se représenter les états d'esprit des autres, leurs croyances, leurs intentions, leur état d'esprit. Donc, mais ce que moi j'ai peut-être à adresser comme critique à cette approche-là, c'est que ça dépeint vraiment l'interaction sociale comme le défi des interactions sociales comme étant un besoin de décoder de l'information dans l'environnement externe, par exemple en prenant le contexte, là, comme vous connaissez peut-être l'histoire de Sally là, qui doit savoir si la roche est dans le panier alors qu'elle a été déplacée à son insu. Donc, c'est vraiment très cognitif, puis c'est vraiment un défi là, d'interprétation seulement, alors que je vois plutôt les interactions sociales comme vraiment disons, un événement très dynamique qui implique des agents, donc autant les personnes, des agents qui émettent des signaux qu'on doit analyser ou interpréter, mais nous-mêmes, on est un agent qui interprète des signaux. Et ces signaux-là sont fondamentalement des mouvements, donc d'où la nécessité, je pense, de venir mettre la conscience de l'action puis la conscience des processus sensorimoteurs au cœur de notre compréhension de l'interaction sociale. Voilà. Et donc, je suis pas le seul disons, à mettre ça de l'avant, mais je propose c'est cette idée-là qui me tient à cœur, là, de mettre la conscience de l'action puis du système sensorimoteur au centre de notre approche en cognition sociale, autant en cognition générale humaine que pour peut-être mieux comprendre certains phénomènes ou manifestations qui peuvent se produire chez des personnes autistes. Oh, est-ce que ça va changer? Parfait, oui. Donc, sans plus tarder, je vous explique qu'est-ce que c'est le sens de l'agentivité, qui n'est pas nécessairement le terme le plus connu de l'histoire de l'humanité, mais je me suis intéressé là, pendant plusieurs années. Donc, le sens de l'agentivité, dans le fond, il y a le National Institute of Mental Health là, aux États-Unis qui ont créé une espèce de liste, là, une architecture cognitive. Et récemment, là, ça a été reconnu, le sens d'agentivité, comme étant une fonction cognitive là, centrale à l'architecture sensorimotrice. Et donc, parce que c'est la capacité d'identifier que l'on est la cause d'une action, et de distinguer les conséquences de ces actions de celles causées par les actions des autres. Donc, pour mettre une image là-dessus, si par exemple je dis le mot ballon, ben le sens d'agentivité, c'est la capacité de dire ah ben c'est moi qui est en train de produire l'action de dire le mot ballon, mais je vais être aussi capable de distinguer que lorsque le son ballon parvient à mes oreilles, je suis capable de distinguer que ce son-là a été généré par mon action à moi et pas par l'action de quelqu'un d'autre. Mais par exemple, certaines situations sont plus ambiguës, là, donc c'est assez fondamental là, au niveau sensorimoteur. Chaque être humain a cette capacité-là de distinguer ce qui est auto-généré de ce qui est généré par d'autres. Puis c'est quelque chose aussi qui a une courbe de développement, là, alors que
les bébés naissants, par exemple, ont pas nécessairement cette capacité-là. On pense que ça émerge plus là, vers les 6 mois. Donc, voilà. Donc, bien entendu, être capable de faire de distinguer les actions qu'on crée soi-même que celles des autres, ça peut être un préalable là, à différencier les intentions et les états mentaux. Puis, disons, ce que je propose, c'est que c'est un phénotype cognitif qui peut faire le pont entre une apparition précoce d'apparition de manifestations motrices, puis des difficultés dans l'interaction qui surviennent un peu plus tard. Donc, ben, pour vous aider à comprendre l'étude qu'on a menée, je vous propose le modèle d'intégration optimale des indices d'agentivité. En fait, c'est un modèle plutôt récent, disons, plus intégratif, là, qui vient mettre ensemble plusieurs théories là, qui lui ont précédé. Donc, c'est pour expliquer un peu justement comment se crée ce processus-là. Donc, première chose qu'il faut savoir dans ce modèle-là, ce qu'il propose, c'est que c'est le sens d'agentivité est un processus en disons, à deux niveaux, donc deux niveaux de processus. Donc, le niveau implicite, c'est un niveau qui est préconscient, qui va, disons, vraiment être dans une espèce d'enregistrement plus c'est ça, préconscient que l'action a été causée par soi dans le système sensorimoteur. Par exemple, si je vous donne un exemple, ça explique entre autres pourquoi on ne peut pas se chatouiller soi-même. On n'a pas nécessairement besoin de prendre conscience qu'on est en train de se chatouiller pour que notre corps enregistre que si on se frôle nous-mêmes, on ne va pas réagir de la même façon que si quelqu'un nous frôle ou que si c'est un brin d'herbe, par exemple, dans un champ ou une mouche. Tandis que le niveau explicite, c'est un niveau où le sens de l'agentivité est conscient, il peut être verbalisé. Par exemple, c'est moi qui ai dit le mot ballon ou c'est pas moi. Donc, je fais un peu avec vous le parcours là, de quand on crée une action. Ce que le modèle postule, je ne sais pas si vous voyez ma souris là où ça doit être un peu petit, mais je vous le dis, je vous le fais verbalement. Donc, au départ, on a une intention, c'est-à-dire, je veux dire le mot ballon, donc l'intention émerge, et je vais sélectionner ce qu'on appelle un modèle inverse, qui est une représentation là, interne de l'action. En fait, quelle action me permet d'atteindre mon but de dire le mot ballon? Et c'est enregistré là, probablement dans mon cortex prémoteur. Puis, je fais la commande, ça va mener à la commande motrice. Donc, je vais envoyer la commande, l'influx nerveux à ma mâchoire, mes cordes vocales pour exécuter l'action. Et ensuite, l'action, une fois exécutée, va emmener un feedback sensoriel, c'est-à-dire que le son ballon va parvenir à mes oreilles. Parallèlement à ça, il va y avoir dans le cerveau ce qu'on appelle une copie efférente. C'est quelque chose qui est détectable là, au niveau de l'EEG, de l'électricité sur le crâne. Donc, c'est ça. Donc, c'est une copie qui contient des prédictions sensorielles. Donc, est-ce que je fais, dans le fond, ce à quoi je vais m'attendre en disant le mot ballon, par exemple, d'entendre le timbre de ma voix, etc. Et ces prédictions-là vont être comparées dans un comparateur là, qui est situé dans le lobe temporal. Donc, on va comparer le feedback sensoriel réel et les prédictions, ce qui va nous amener à pouvoir ressentir de l'agentivité au niveau implicite. C'est ça. Puis, dans le fond, quand il y a concordance, on augmente notre agentivité, puis quand il y a une discordance, on a tendance à réduire notre agentivité. Donc, ces indices-là, on va les appeler des indices sensorimoteurs rétrospectifs parce que les indices rétrospectifs, ils vont survenir après l'exécution de l'action. Donc, pour qu'il y ait comparaison, ben, il faut que l'action ait été déjà exécutée. Il y a une autre classe d'indices, qui s'appelle les indices prospectifs, sensorimoteurs prospectifs, parce que c'est des indices qui sont disponibles avant même que l'action soit exécutée. Donc, en effet, quand on a juste la copie efférente qui est activée dans notre cerveau, que notre cerveau peut le détecter, et l'action n'est pas nécessairement déjà présente, et ça peut influencer quand même malgré tout notre jugement d'agentivité au niveau conscient. Et le dernier type d'indice, c'est les indices contextuels, parce que les indices contextuels, c'est ça. Donc, ça va être des indices
plus interprétatifs, là, qui vont contribuer au niveau explicite. Ça peut être, par exemple, en ce moment, je suis tout seul dans mon bureau, donc je sais que le son de disons, si j'entends des sons, c'est très probablement moi qui va les causer. Donc, quelque chose d'un peu plus top-down. Il peut aussi avoir la valence émotionnelle. Par exemple, on sait que c'est vrai en thérapie, puis c'est vrai aussi en sciences cognitives, là, quand il y a des événements positifs qui surviennent, on a tendance à se les attribuer à soi. Puis quand il y a des événements négatifs qui surviennent, on a un biais, les êtres humains, pour les attribuer aux autres. C'est pratique pour notre estime de nous. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs indices contextuels là, qui peuvent venir influencer notre jugement. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire dans notre étude, c'est de créer un profil là, pour cette fonction cognitive-là chez les personnes voilà, autistes, parce qu'il y avait peu d'études là, sur le sujet. Puis peut-être juste mentionner que, en fait, ces modèles-là ont été beaucoup créés autour de l'étude, en fait, de la schizophrénie pour expliquer les hallucinations auditives en particulier. Sauf que depuis, là, le modèle a vraiment été élargi pour comprendre plusieurs subjectivités. Par exemple, troubles obsessionnels compulsifs, en dépression, des fois le manque d'agentivité en dépression, l'addiction aussi. Puis, ça permet c'est beaucoup plus large que juste expliquer des hallucinations. Ça explique plusieurs processus sensorimoteurs. Puis les différences qu'on peut trouver peuvent aussi expliquer différentes manifestations dans différentes subjectivités. Donc, on voulait faire le portrait là, pour les personnes autistes, puis après ça, disons, essayer de le lier avec certaines manifestations motrices et sociales. Donc, pour mesurer le niveau implicite et explicite, ce que ça prend, c'est des marqueurs. Donc, il en existe plusieurs, mais voici ceux qu'on a sélectionnés. Voilà, donc le couplage d'intentionnalité pour le niveau implicite. Fait que là, je vous invite à peut-être me regarder en haut de l'écran. Moi non plus, je me vois plus à ce moment-ci, mais je vais vous mimer ce que c'est le couplage d'intentionnalité. Dans le fond, le couplage d'intentionnalité, c'est une espèce de biais cognitif qui survient quand on produit une action intentionnelle. Fait que dans le fond, quand on a un événement qui survient, par exemple, événement 1, c'est on a dit le mot ballon, il va y avoir un délai de temps et ensuite de ça, le son ballon va survenir. Puis, bien entendu, c'est très court, là, mais on a un espèce de biais cognitif qu'on a l'impression que ce délai-là est encore plus court. Il se rapproche quand c'est une action qui est causée par nous-mêmes. Par rapport, par exemple, à si on prend une action numéro 1, un événement 1, par exemple, un bruit, une alarme, puis une deuxième alarme que c'est pas moi qui a causé, ben, je vais avoir l'impression que ce délai-là est un petit peu plus réaliste par rapport à ce qui est vraiment, tandis que quand c'est une action et sa conséquence, j'ai comme une attraction entre les deux, ce qu'on appelle le couplage d'intentionnalité. Et ça a été, c'est très robuste là, comme effet, ça a été découvert en 2002, puis c'est utilisé beaucoup comme marqueur implicite. Puis, le marqueur explicite, c'est le jugement soit autre. C'est beaucoup plus simple à mesurer. En fait, on demande à quelqu'un, est-ce que c'est vous qui avez dit le mot ballon ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? La personne peut le rapporter verbalement. Donc, on avait certaines indications là, que le sens de l'agentivité pouvait être, disons, atypique en autisme. Une étude là, de collègues de France, là, Marco Sperduti, qui avait détecté un couplage d'intentionnalité aboli, puis de Mme Zala qui avait suggéré là, que les indicateurs, les indices sensorimoteurs étaient sous-utilisés au niveau explicite. Puis nous, on voulait aussi, dans le fond, créer une tâche qui nous permettait de mesurer à la fois le niveau implicite et explicite pour une même action. Puis ça, c'est vraiment un défi méthodologique là, dans ce champ-là. Souvent, on va se concentrer sur un ou l'autre, mais on voulait aussi explorer le lien entre les deux niveaux. Donc, j'essaie d'accélérer un petit peu. J'ai beaucoup à dire sur le sens de l'agentivité, mais voilà, je vous présente maintenant notre étude qu'on a menée. Donc, vous voyez ici un peu le dispositif expérimental, c'est qu'on a demandé aux personnes, c'était des adultes qu'on a recrutés à la clinique de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Donc, c'était ici vous voyez mon bras là, qui est un dynamomètre.
Dans le fond, on a demandé aux gens de faire aux personnes, les participants, de faire des mouvements de pincée sur un dynamomètre. La force là, était calculée et il y avait des effets là, visuels sur un écran. Donc voilà. Fait qu'ici, vous voyez une autre représentation. Là. Donc, dans le fond, la personne était assise devant un écran. Dans sa main droite, elle avait le dynamomètre et dans sa main gauche, une souris d'ordinateur qui lui permettait de répondre à des questions. Et devant elle, dans le fond, ce qu'il y avait, c'est un espèce d'écran gris dans lequel des flashs verts apparaissaient. Et les flashs verts étaient en fait liés, plus on pesait fort ou on appuyait fort sur le dynamomètre, plus les flashs verts apparaissaient élevés dans l'écran. Donc, si on appuyait pas très fort, le flash vert apparaissait en bas, puis si on appuyait très fort, le flash vert apparaissait en haut. Et donc, ce qu'on essaie de voir, c'est l'agentivité sur les flashs verts là, qui étaient créés à l'écran. Donc, première chose qu'on a faite, c'est qu'on a entraîné les participants parce que pour créer un modèle interne de l'action, il faut que la personne ait un mouvement qui ait eu un apprentissage. Donc, on permettait à la personne d'atteindre des cibles là, en se pratiquant à associer la force nécessaire pour faire monter le flash vert à une certaine hauteur sur l'écran. Donc, on avait cette phase-là. Puis ensuite de ça, la phase expérimentale commençait. Donc, on avait une première phase à un agent. Donc, le but de ça, c'était de contrôler les indices contextuels, les croyances de l'individu. Donc, dans la phase à un agent, on lui disait, ah, ben, vous jouez à une sorte de jeu, là, même si c'était pas très, c'était un jeu qui n'était pas très amusant, là. Mais des fois, pour la science, on doit faire ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, on lui disait, vous êtes le seul à pouvoir créer ce flash-là. Et dans la deuxième phase, on faisait une sorte de mise en scène où je faisais passer exactement la même tâche psychophysique aux participants, mais je lui faisais croire qu'il pouvait avoir deux agents qui créaient les flashs verts. Et ce que je faisais, c'est que je branchais un câble là, dans le dispositif expérimental pour laisser croire à la personne qu'il y avait une intervention d'une autre personne, mais en vérité, tout ça était contrôlé à l'ordinateur. Donc ça, vous voyez que je contrôle ici la croyance, donc les indices contextuels de la personne. Est-ce qu'elle pense qu'elle est la seule agent possible ou est-ce qu'elle pense qu'on est deux? Ensuite de ça, bien entendu, si on veut départager, là, c'est une des forces de la tâche, c'est de départager la contribution des différents indices d'agentivité là, au couplage d'intentionnalité puis au jugement que les personnes vont faire. Donc, ce qu'on devait faire, c'est de modifier les indices sensorimoteurs. Donc, de modifier la disponibilité ou la fiabilité des indices sensorimoteurs dans une situation. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a altéré en fait le feedback qui était offert là, aux participants. Donc, dans la majorité des essais qu'on a fait, c'était pas altéré. Comme ça, la personne avait un sentiment là, de prévisibilité par rapport au mouvement puis ses conséquences. Ensuite de ça, dans quelques essais, on faisait une légère altération. Donc, c'est-à-dire que on venait intervenir sur la hauteur dont la personne pesait pas fort. Puis là, on lui faisait apparaître le flash un peu plus haut qu'il était supposé apparaître. Et donc, c'est ça. Donc, ça altérait un peu la fiabilité là, de l'indice sensorimoteur. Et on a fait aussi une condition avec une grande altération où là, c'était beaucoup plus marqué là, la modification de la hauteur du flash. Et donc, je vous explique un peu comment se produisait l'essai dans la tâche psychophysique. Donc, la personne était avertie là, que, bon, elle pouvait bouger. Elle pesait sur le dynamomètre. Il y avait un délai là, entre le moment de peser puis l'apparition du flash vert. Le flash vert pouvait être soit, disons, feedback réel ou il pouvait être feedback altéré. Ensuite de ça, la personne devait reproduire l'intervalle de temps qui s'était écoulé entre le moment où elle a pesé sur le dynamomètre puis l'apparition du flash vert. Et elle devait dire, est-ce que c'est vous ou pas vous qui avez causé le flash vert? Donc, on avait les deux mesures. Et la dernière condition, qui est la condition d'observation, c'est que pour trouver l'effet de couplage d'intentionnalité, il faut le comparer à une sorte de baseline là, ou de comparable. Donc, ce qu'on demandait à la personne, c'était d'observer un flash blanc qui apparaissait tout seul et un flash vert qui le suivait, qui apparaissait tout seul.
et de reproduire l'intervalle de temps là, entre les deux événements et de faire leur jugement d'agentivité également. On a fait ça chez 22 personnes autistes qu'on a recrutées, comme je vous avais dit, c'est des 22 participants là, qui ont été généreux de participer à notre étude et 21 participants neurotypiques là, qu'on a appareillés en âge, fonctionnement intellectuel et genre. Donc, passons aux résultats. Donc, je vais essayer c'était une étude quand même, comme on voulait faire un profil complet, là, c'était quand même assez costaud comme étude, mais j'essaie de vous résumer ça le plus vite possible. Donc, ici, vous voyez, en fait, plus les barres là, sont vers le bas, en fait, plus la personne a tendance à sous-estimer l'intervalle de temps entre l'événement 1 et l'événement 2. Donc, plus, c'est dans le fond, pour les conditions dans lesquelles il y avait un mouvement, plus la barre est basse, plus il y a un effet de couplage d'intentionnalité. Donc ici, vous voyez que si on prend les personnes neurotypiques en bleu, vous voyez ici, par exemple, dans la condition sans altération, il y a une sous-estimation là, de l'intervalle de temps. Puis si on regarde la condition observation, c'est normal, là, il existe une sous-estimation naturelle qu'on détecte dans la plupart des études, sauf que l'idée, c'est que la sous-estimation est beaucoup plus grande dans la condition entre un événement et sa conséquence que quand on regarde deux événements indépendants dans la condition observation. Donc ça, c'est vraiment l'effet de couplage d'intentionnalité qu'on détecte. Dans notre groupe de personnes autistes, vous voyez là, les niveaux en rouge sont tous égaux. Donc dire qu'il n'y avait pas de différence dans la perception du temps entre la condition observation et les conditions avec mouvement. C'est donc dire qu'on n'observait pas cet effet-là de couplage d'intentionnalité. Donc, je vous résume un petit peu, là, le sens de ces résultats-là. Donc, pour les personnes neurotypiques, on détecte l'effet de couplage d'intentionnalité qu'on attendait et on se rend compte que c'est vraiment les indices prospectifs qui dominent l'effet de couplage d'intentionnalité parce que, disons, si c'était le comparateur, là, les indices rétrospectifs qui fournissaient l'indice, on verrait une différence quand on altère le feedback en termes de couplage d'intentionnalité. On verrait disons par exemple, une diminution de cet effet-là, mais vous voyez ici, les effets étaient tous égaux là, Fait que même si on altère le feedback, l'effet de couplage d'intentionnalité persiste. Donc, on pense que c'est les indices prospectifs, là, comme l'intention ou la présence d'un modèle interne de l'action, qui font que l'effet est détectable. Chez les personnes autistes, donc, on remarque une abolition générale de cet effet-là de couplage d'intentionnalité. Et ce que ça suggère, justement, c'est une altération soit de la création ou du recrutement de ces modèles internes-là de l'action. Puis, c'est des choses qui ont été... il y a une étude intéressante là, par Aswell et le groupe de M. Mofstowski, là, qui est à Baltimore. Il fait beaucoup d'études sur la création de modèles internes sensorimoteurs. Là, et il semble avoir des différences dans la façon d'apprendre ces modèles-là. C'est des études intéressantes. Puis même au niveau plus neuroimagerie, on remarque que quand on fait des actions là, chez des personnes autistes, il semble avoir des patrons d'activation différents dans les zones de préparation motrice là, dans le cortex prémoteur. Ensuite de ça, je regarde un peu combien de temps il me reste. Je suis déjà pas mal avancé, mais je vais essayer de conclure. Donc, dans le jugement d'agentivité, là, c'est le niveau explicite. Donc, c'est vraiment, plus vous voyez les colonnes monter, c'est-à-dire que plus les personnes ont répondu pour un grand nombre d'essais que c'était eux qui avaient causé le flash vert. Et vous voyez, là, il y a le patron. Donc, pour la condition observation, peu de personnes ont répondu là, que c'était eux qui avaient causé le flash vert, ce qui était logique parce que c'était juste généré par l'ordinateur. Puis vous voyez qu'il y a une gradation. Quand j'altère pas le feedback, là, les gens ont tendance disons, à s'attribuer plus à soi la cause du flash vert. Puis plus on altère le feedback, plus ça descend. Autre effet logique, là, vous voyez en pâle, c'était les essais seulement où on disait vous êtes deux à pouvoir créer le flash vert. Fait que vous voyez que de façon générale, là,
quand on avait 2 agents, les personnes étaient moins convaincues de leur agentivité que quand les bras foncés, là, que quand on leur disait « vous êtes seul à pouvoir causer une action ». Fait qu'on voit que les indices contextuels ont une importance dans notre agentivité. Et la seule différence de groupe qu'on a détectée, c'est lorsque on se retrouvait dans la phase à 2 agents, c'est-à-dire que le contexte est ambigu et on se retrouvait aussi dans la condition où on faisait une grande altération du feedback. Donc, ce qu'on peut remarquer là, ici en bleu pâle, c'est que les personnes neurotypiques ont utilisé le fait qu'il y avait une grande discordance au comparateur entre le feedback auquel ils s'attendaient puis le feedback qu'ils ont réellement obtenu. Et donc, les personnes neurotypiques utilisaient cette information-là pour dire, ben c'est pas moi qui ai créé l'action. Vous voyez, les niveaux, là, ils sont autour de 11%, si je me rappelle bien. Tandis que les personnes autistes là, avaient tendance quand même, dans une plus grande mesure, là, autour de 30%, à s'attribuer le 30% des essais, à s'attribuer quand même la cause du flash. Donc, il semble avoir une moins grande utilisation de cette information-là sensorimotrice pour faire un jugement d'agentivité. Donc, ça vient un peu confirmer aussi ce que Mme Zala disait, là, que les indices sensorimoteurs rétrospectifs, ils sont moins utilisés, il semblerait, là, chez les personnes autistes pour créer leur jugement d'agentivité. Et puis, dernier résultat, là, donc, c'était le lien entre le niveau implicite et explicite. Donc, je vous épargne là, les détails des chiffres, mais ce qu'on a vu chez les personnes neurotypiques, c'était que plus il y avait un fort effet de couplage d'intentionnalité pour une action donnée, plus les gens s'identifiaient comme la cause du flash au niveau explicite, ce qui est ce qu'on attendait puis ce qui est logique. Mais chez les personnes autistes, ce qu'on a détecté, c'est plutôt l'inverse. Moins il y avait un couplage d'intentionnalité, plus la personne s'attribuait la cause du flash. Puis ça m'a vraiment intrigué parce que je me suis dit, s'il y a une abolition au niveau du groupe, je trouvais ça surprenant qu'on détecte un lien entre le niveau implicite et explicite. Donc, ça m'a amené à faire une analyse a posteriori là, c'est ici ce que vous voyez, là, c'est le couplage d'intentionnalité, donc le niveau implicite. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, est-ce que dans le groupe, est-ce que c'est tous les participants qui présentaient cet effet de couplage d'intentionnalité? Donc là, c'est le pourcentage de participants dans le groupe qui présentaient l'effet d'abolition. Donc, vous voyez, disons, estimation égale, là, ça veut dire que le couplage d'intentionnalité était aboli. Et couplage présent ou découplage, en fait, c'était l'effet inverse, c'est qu'il y avait par exemple, une dilatation du temps perçu. Et vous voyez que les personnes neurotypiques, là, le profil est est beaucoup plus net, là, disons, avec 80% qui présentaient un effet de couplage d'intentionnalité, puis un peu moins de 20% là, qui présentaient, chez qui on ne voyait pas cet effet-là pour la moyenne de leurs actions. Tandis que le profil chez les personnes autistes était beaucoup plus hétérogène. Donc, certaines personnes le présentaient, certaines personnes avaient une abolition et certaines personnes ont même l'effet inverse, une extension du temps. Et disons, pour notre programme de recherche, ce qui m'intéresserait pour la suite, c'est de savoir, est-ce que si on séparait ou on était plus précis en termes de profil, puis qu'on séparait cette hétérogénéité-là, est-ce qu'on pourrait voir des manifestations cliniques qui seraient différentes, par exemple, dans la conscience de l'action ou dans certaines difficultés motrices selon le profil cognitif sous-jacent? Donc, voilà, je vais essayer de conclure là, parce que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Donc, vous voyez ici le profil cognitif. Là, dans le fond, je viens de vous expliquer un peu ce qu'on a trouvé au niveau implicite et explicite. Puis, c'est un peu là où on était rendu dans notre programme de recherche. Peut-être vous aurez envie de mettre la main à la pâte pour ça. Mais notre prochaine étape, on avait quelques résultats préliminaires, là, mais dans le fond, comme c'est ça, je pense qu'on pour avoir plus de précision dans le futur, pour vraiment détecter si le sens d'agentivité est un profil cognitif qui peut faire l'intermédiaire entre certaines manifestations motrices et certaines difficultés socio-communicatives. Oh, je me rends compte qu'il manque un S.
c'est ça. Donc, je pense que de prendre en considération l'hétérogénéité des profils m'apparaît important. Et bien entendu, le but là, ultime, là, je l'ai enlevé de ma présentation parce que ça prenait plus de temps, mais le but ultime est de voir si on pourrait pas intervenir par la porte, la fenêtre, la motricité pourrait pas aider aussi le développement, disons, du sens de l'agentivité et avoir un effet bénéfique aussi sur les aspects socio-communicatifs. Donc, puis il y a certaines interventions qui existent là, par exemple la musique, qui est vraiment un défi de conscience de l'action très bien, qui pourrait être une porte intéressante pour ça. Donc, je m'arrête ici, mais j'espère que ça va avoir suscité plusieurs questions. Je remercie aussi mon laboratoire, c'est un travail d'équipe, tout ça.